bienvenue à cette... Oh. Got it. Parfait. Donc, bienvenue à cet atelier d'échange qui porte sur la modification des conditions de circulation de la rue Valbu à Loretteville. Donc, je me présente, Dominique Gagnon, je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec au service de l'interaction citoyenne. Donc, c'est moi qui ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier à toutes et à tous d'être présents ce soir. Donc, c'est toujours bien important pour nous, bien intéressant de vous avoir pour nous à la Ville de Québec. Donc, merci de venir vous informer, de donner votre opinion, c'est bien apprécié. Donc, ce soir, je suis accompagnée de quelques personnes. Malheureusement, Mme Marie-Josée Asselin, la conseillère municipale du district Loretteville-les-Châtelles, est absente. Elle a dû s'absenter à la dernière minute. C'est un dossier qui lui tient à cœur, donc inquiétez-vous pas, là, n'ayez crainte, on va lui transmettre toutes les informations, le fruit des discussions de ce soir, là, sans problème. Donc, j'ai aussi également Mme Caroline Larouche, directrice de division au service du transport et de la mobilité intelligente. Alors, bonsoir. Bien contente d'être avec vous ce soir en présentiel et en virtuel avec les citoyens qui sont avec nous en ligne. Donc, bienvenue, Mme Larouche. Mme Larouche est également accompagnée de M. Clarence Lavoie, technicien à la circulation et au transport. Bonsoir. Puis, également en ligne, nous avons M. Pierre-Emmanuel Lemay, ingénieur également du service du transport. Donc, bonsoir, M. Lemay. Bonsoir à toutes et à tous. Parfait, merci. Donc, de mon côté, en soutien à l'animation, je suis accompagnée de Mme Sayana Kouan en salle, également de Camille Esther Garon, qui est en ligne et qui sont toutes deux conseillères en consultation publique. Donc, merci beaucoup de votre présence, mesdames. Donc, pour le bon déroulement de la soirée, j'ai quelques petites précisions. Donc, comme vous le constatez, on est en séance hybride, donc à la fois en salle et en personne. Donc, pour assurer le bon fonctionnement de la séance, il va être important pour les gens en salle de lever la main avant d'intervenir et de se présenter au micro pour poser vos questions ou émettre vos commentaires pour que les gens en ligne puissent vous entendre. Pour les gens en ligne, on va vous demander de garder votre micro fermé en tout temps. Si vous désirez prendre la parole, vous pouvez utiliser le petit outil « Main levée » dans le bas de votre écran. Ça va nous permettre de savoir que vous souhaitez vous exprimer. Puis, à votre tour de parole, vous allez pouvoir à ce moment-là ouvrir votre micro. Et si vous le désirez, ouvrir votre caméra, mais c'est vraiment si vous êtes à l'aise. Justement, à cet effet-là, je dois vous aviser que la séance de ce soir est enregistrée et va être rendue publique, donc disponible sur la page web du projet sur le site Internet de la Ville de Québec dans les prochains jours. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un petit peu le déroulement de la soirée. Donc, on est en atelier d'échange ce soir. On va débuter avec une présentation du service du transport. Ensuite, on va avoir une courte période de questions d'à peu près 10 minutes là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de questions qui demeurent. Là, puis, pour pouvoir s'assurer d'avoir toutes les informations là, pour pouvoir travailler en sous-groupe. Donc, vous avez vu, là, vous avez des tables avec des documents sur la table. Donc, ça va vous permettre de travailler en sous-groupe sur des questions qui vous seront soumises. Et ensuite, après cette portion-là, on va revenir en grand groupe, puis on va parler tous ensemble là, de vos échanges en guise de conclusion. Donc, je pense que j'ai fait le tour des informations d'introduction. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Larouche. Peut-être partager la présentation. Donc, comme le mentionné Dominique, je suis Caroline Larouche, je suis la directrice à la division de la planification du transport et la conception routière. Ce soir, je suis accompagnée à la fois de Pierre-Emmanuel, qui est le chef d'équipe, et Clarence, qui sont les experts du terrain, du contenu et des alentours. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin là, de précision, n'hésitez pas à nous interrompre, là, on pourra clarifier les différents éléments. Donc, pour la présentation, peut-être, je ne sais pas si c'est mieux. Merci beaucoup. Donc, au niveau de la mise en contexte, pour nous autres, c'est important ce soir. Là, depuis plusieurs années, plusieurs demandes ont été enregistrées à la Ville de Québec là, par les citoyens de la rue Valbu en ce qui concerne la vitesse de la circulation et le volume de voitures qui circulent sur la rue.
c'est une préoccupation qui est quotidienne à la fois pour les citoyens, donc vous, mais également l'administration municipale. Là. Madame Asselin, là, depuis qu'elle est en fonction, c'est un élément qu'elle nous parle fréquemment. Donc, pour faire suite à ces préoccupations-là, il y a des afficheurs de vitesse qui ont été installés à 4 reprises afin de sensibiliser les automobilistes. Il y a également plusieurs demandes au niveau de l'équipe du Bureau de la sécurité routière, donc le Bureau du service de police de la Ville de Québec, qui ont été demandées là, en appui. Ce soir, on va vous présenter les résultats de toutes ces démarches-là. Donc, vous connaissez bien la rue Valvue, hein? Donc, c'est vraiment de ce tronçon-là qu'on va discuter ensemble là, ce soir. On ne regardera pas les rues avoisinantes, mais on va vraiment se concentrer là, sur le secteur de la rue de Valvue. Donc, toujours dans le cadre de la mise en contexte, la rue Valvue, c'est une rue qui est classée comme une locale principale. Vous allez le voir tout à l'heure, chacune des rues a un rôle. Un objectif. Donc, dans le cas de la rue de Valvue, c'est une locale principale. Elle est un lien entre deux artères. La rue de la Faune, qui est du réseau artériel de la ville, et le boulevard Bastien, qui est un réseau également artériel, mais d'agglomération. Un premier tronçon de la rue de la Faune à la rue Maurice-Barthes, elle a une largeur de 10 mètres. Et le tronçon entre Maurice-Barthes et le boulevard Bastien est un gabarit beaucoup plus étroit de 7 mètres de large. Tout à l'heure, quand on va regarder les différentes alternatives et possibilités qu'on a devant nous, c'est sûr qu'on doit travailler à l'intérieur de ces largeurs-là. Le même tronçon de Maurice-Barthes à Bastien est traversé par la piste cyclable du corridor des cheminots et il y a la présence d'un trottoir sur le côté est, sur toute la longueur de la rue. Pierre-Emmanuel, je vais te donner la parole pour le volet de la sécurité routière. Merci, Caroline. Donc, en termes de sécurité routière, bien sûr, lorsqu'on veut qualifier ou quantifier les mouvements d'automobiles sur une rue, donc on va s'attarder au débit et à la vitesse, qui incidemment sont justement les deux sujets des demandes citoyennes que l'on a. Donc, en termes de débit, notre rue, si vous voulez bien changer de diapositive. Merci. Donc, on l'a vu, elle a un rôle de rue locale principale. C'est-à-dire que si on donne sa définition, c'est une rue qui sert à donner accès aux propriétés et aux quartiers, tout en permettant une certaine circulation de transit. La rue de Valvue a une vitesse affichée de 30 km/h et un débit journalier moyen annuel, ce que l'on appelle dans le jargon le DJMA, de 2931 véhicules par jour, donc dans les deux directions. Ce DJMA-là a été calculé à l'intersection Valvue-Maurice-Barthes à partir d'un sondage de comptage de circulation le 28 juin 2022 sur une période de 6 heures et qu'on a extrapolé à l'aide de facteurs mathématiques que l'on obtient dans nos grilles. Toujours dans les débits, donc on vient de le dire, on frise les 3000 véhicules par jour. Donc, selon notre propre guide de conception géométrique, les débits de circulation attendus sur une rue de ce gabarit-là, donc une rue locale principale, ça se situerait idéalement entre 400 et 3000 véhicules par jour. 3000, pardon. Donc, 3000 véhicules par jour, on voit qu'on a atteint, pour ainsi dire, le volume de circulation maximum pour une locale principale. Donc, ce n'est pas strictement parler un problème, mais plutôt une préoccupation un peu. Lorsque votre médecin vous dit que votre pression est peut-être un peu élevée, ben, ça veut dire qu'il y a peut-être certains changements à votre vie qu'on peut apporter pour la rendre plus agréable. L'autre aspect, bien sûr, c'est l'analyse de la vitesse. Puis là, je vais demander à Caroline de peut-être reculer d'une diapositive pour que vous puissiez voir en fait les équipements que vous voyez là, ce sont nos sentinelles de vitesse qu'on appelle nos afficheurs de vitesse. Et on va y revenir plus tard, mais je voulais simplement attirer votre attention pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, ce sont des unités mobiles que l'on peut déplacer et déployer un peu partout dans la ville sur différentes rues au besoin. Donc, à l'été 2021, l'ensemble des limites de vitesse ont été revues sur l'ensemble du territoire. Donc, dans le cas de la rue Valvue, sa limite n'a pas été modifiée, mais plusieurs rues, vous avez sûrement constaté, dans le quartier, sont passées de 50 à 30 km/h, ce qui contribue, espère-t-on, à apaiser de façon générale la circulation, incluant la circulation de transit. Donc, cette révision-là
s'est inscrit dans une démarche assez complexe qui reposait sur l'évaluation de l'environnement humain, routier et urbain en clair. Est-ce que c'est une rue qui est très large, très droite? Est-ce que c'est très serré? Donc, ce genre de facteurs-là qui contribuent énormément à la vitesse pratiquée. Donc, on s'est également attardé à harmoniser les limites de vitesse avec celles des milieux semblables, de sorte que d'un arrondissement à l'autre, par exemple, on n'avait pas des grands écarts de vitesse pour des rues très similaires. Ça donne donc une meilleure crédibilité des limites de vitesse sur l'ensemble du territoire, ce qui fait qu'on reconnaît plus spontanément quand on arrive dans une rue étroite que c'est une rue à 30 km/h, alors que lorsqu'on arrive dans une rue qui s'élargit, là, on comprend que la limite de vitesse pourrait augmenter. Donc, ça améliore le respect des limites par les automobilistes et ça élimine un peu les choix arbitraires de dire moi, je veux que ma rue soit à 30 alors qu'en réalité, elle est tellement large que finalement, personne ne va respecter cette limite-là. Donc, on a réalisé des analyses de vitesse, des relevés de vitesse avec des voitures non identifiées. Donc, j'entends par là que c'est une voiture qui n'a c'est absolument pas une voiture de police, c'est même pas une voiture avec des logos de la ville. Donc, ce sont des voitures tout à fait ordinaires dans lesquelles un technicien prend place avec un radar à la main et sans interrompre le trafic, sans arrêter qui que ce soit, mesure la vitesse simplement passivement des voitures qui passent. Donc, à titre de comparaison, en 2014, on a effectué un tel relevé sur votre rue entre le boulevard Bastien et le corridor des cheminots. Et on a obtenu une valeur qu'on appelle le V85 de 59 km/h. Le V85, dans le fond, ça veut dire la vitesse au 85e percentile, c'est-à-dire la vitesse maximale pratiquée par 85% des automobilistes. On pourrait y revenir un petit peu plus tard. En 2020, donc, on a repris l'exercice, cette fois entre la rue Maurice-Barthes et la rue Louis-Pasteur. Donc, la limite de vitesse est toujours de 30 km/h et on a mesuré un V85 de 57 km/h. Donc, il y a des petits voyants rouges qui pouvaient commencer à s'allumer déjà. Au 1er mars 2023, troisième relevé de vitesse, cette fois entre Maurice-Barthes et Paul Bordua, on a mesuré un V85 de 40 km/h. Donc, schématiquement, nos deux relevés les plus récents, on les voit en section nord et en section sud, si on sépare la rue là, autour de la rue Maurice-Barthes. Donc, le relevé du 15 septembre 2020 avec un 85e percentile à 57 km/h pour une moyenne de 49 km/h. Donc, vous voyez déjà que le fameux V85 est un indicateur quand même un petit peu plus élevé, donc il nous permet d'avoir une meilleure compréhension de certains excès, pas certains excès nécessairement, mais de certaines vitesses plus élevées sur la rue par rapport à la moyenne. Donc, c'est l'indicateur, le V85, c'est l'indicateur qui est utilisé par les ingénieurs en conception de rue pour quantifier la vitesse pratiquée. Par comparaison, dans la section sud, oui. Je vais te laisser continuer, excuse-moi. Oui. Donc, par comparaison, au 1er mars 2023, donc, notre 85e percentile était de 40 km/h pour une moyenne de 33. Au niveau des équipes de transport, ce qu'on vous a présenté là avec les relevés de vitesse, nous, c'est notre outil de travail. Tout à l'heure, Pierre-Emmanuel va vous parler des afficheurs de vitesse. C'est différent. C'est des outils de sensibilisation, mais si on a à faire une analyse, dans notre cas, nous, ou à dresser le profil d'une rue, on va vraiment travailler avec les relevés de vitesse parce que la vitesse n'est pas biaisée. Hein? Elle est faite de manière confidentielle, avec une méthodologie que les techniciens vont respecter. Donc, c'est vraiment avec ces données-là que nous, on va travailler. Comparativement aux autres données, Pierre-Emmanuel, que je vais te laisser présenter là. Ça marche. Donc, comme Caroline vient de le présenter, en fait, là, le tableau que vous voyez, ou les tableaux, en fait, parce qu'il y a quatre résultats qui sont devant vous, là, sont des résultats de relevé de vitesse, mais qui ont été analysés par nos afficheurs de vitesse, c'est-à-dire de façon automatique, alors que l'afficheur de vitesse était en bordure de rue. Donc, vous comprenez que la mesure de vitesse n'est plus tout à fait neutre. Là où ça peut être quand même intéressant, c'est que lorsque vous regardez les quatre indicateurs de V85 là, aux différentes dates et aux différents endroits, vous allez constater qu'il y en a deux. Une qui indique devant l'afficheur et l'autre en arrière de l'afficheur. Parce que ce que peu de personnes savent, c'est que les afficheurs que l'on possède à la ville peuvent non seulement mesurer la vitesse et compiler la vitesse des voitures en approche, mais également la vitesse des voitures qui sont derrière l'écran. Donc,
les gens ne se doutent pas nécessairement que leur vitesse est mesurée. Donc, il n'y a bien sûr aucune photo qui est prise, c'est strictement c'est un outil de sensibilisation, comme on le dit. Donc, c'est simplement pour avoir une idée ou un aperçu, mais à la base, ce ne sont pas ces vitesses-là qu'on utilise pour déterminer quel type d'intervention va être la plus appropriée dans nos rues. Donc, je vous lirai pas toutes les vitesses qui sont là, mais on peut constater quand même que lorsque les gens ne voient pas l'écran, leur vitesse est quand même sensiblement plus élevée, donc de l'ordre de 7 à peut-être même 12 km/h. Donc, c'est quand même l'afficheur de vitesse, lorsqu'on voit l'écran, c'est un outil de sensibilisation, somme toute, efficace. Donc, je parlais tout à l'heure des différents types d'interventions. Donc, à la Ville de Québec, on s'est doté d'un barème qui est basé sur celui du ministère des Transports du Québec, mais que nous, on a mis à notre main et qu'on a mis, dans le fond, plus sévère même que celui du ministère des Transports. Donc, on utilise la limite de vitesse et les V85 mesurés, on calcule la différence et ça nous donne donc un écart qui peut être soit entre 1 et 5 km/h, entre 6 et 15 ou au-delà de 15 km/h. Et selon ces trois familles-là, les actions que l'on va prendre, donc les interventions que l'on va mettre en place vont être différentes. Donc, vous voyez que si l'écart est faible, une sensibilisation, comme par exemple avec nos fameux afficheurs de vitesse, serait suffisante pour réduire et contrôler la vitesse et simplement sensibiliser les automobilistes. Si l'écart commence à se creuser, là, on commence à faire intervenir nos collègues des services policiers. Mais lorsque l'écart est supérieur à 15 km/h, comme il a été relevé sur la rue Valvue, là, on doit mettre des mesures d'atténuation, des mesures physiques qui vont renseigner plus clairement nos utilisateurs automobiles, nos automobilistes, qu'ils doivent réduire leur vitesse. Donc, on va chercher des moyens physiques, visuels, de leur donner un indice que leur vitesse est peut-être trop élevée. Donc, je laisse Caroline continuer pour expliquer le projet pilote. Donc, l'été dernier, on a amorcé des choses dans le cadre de la rue de Valvue avec un projet pilote. Donc, si on se souvient bien, donc au cours de l'été 2022, des bollards et des délinéateurs ont été installés sur la rue Valvue en mode portique. Donc, en mode portique, c'est que vous avez vraiment une balise centre-rue, puis vous avez 2 délinéateurs de chaque côté. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait testé préalablement dans d'autres rues dans la ville de Québec. Et ça nous permet vraiment, je vous dirais, d'avoir comme une sensation de portique où est-ce que les véhicules là, ajustent vraiment leur vitesse pour bien franchir ces obstacles-là. Donc, on avait fait le tout devant l'adresse du 192 et du 214. Je ne sais pas si j'ai des citoyens qui demeuraient devant ces portiques-là ici avec nous ce soir ou en ligne. Donc, c'était vraiment là une mesure qu'on voulait que pour réduire la vitesse de la circulation, en simulant une réduction de largeur de chaussée. Donc, ça a été mis en place l'été dernier. Au cours de ce projet pilote-là, on a procédé à 2 relevés de vitesse. Nous avons capté les vitesses entre les 2 installations. Donc, c'est Clarence ici présent qui a été responsable de ce volet-là. Donc, c'est pour ça que Clarence est avec nous ce soir. Donc, le 14 juillet, il y avait une moyenne de 44 km/h, puis un 51 km/h là, au 85e percentile. Puis le 29 septembre, une moyenne de 43 km/h et de 52 km/h au 85e percentile. Je vais rajouter que les journées où j'étais présent, c'est des journées où la température était adéquate. Là. Je ne suis pas allé quand il faisait une tempête de neige ou quand il y avait de la pluie battante. Là, je vais aller quand la température était, le sol était sec et c'était favorable à une circulation normale. Et puis, on constate qu'à la hauteur des 2 mesures, ça réduit la vitesse de circulation. Mais on voit les résultats là, entre les mesures. Il y avait un relevé qui avait été effectué le 15 septembre 2020 là, qui démontrait une moyenne de 49 km/h et 57 km/h au 85e percentile. Ça, c'est un relevé qui a été fait sans mesure d'atténuation. Donc, pour nous, là, avec les évaluations, avec les portiques, on évalue à peu près une diminution de 5 à 6 km/h dans les tronçons où est-ce que ça a été fait. Okay? C'est sûr et certain, si vous vous souvenez bien, ces projets-là sont arrivés un petit peu plus tardivement. Hein? L'été dernier, là, on a mis ça en place peut-être plus au mois de juin, mi-juin, début juillet. C'est pas à l'issue du nettoyage printanier que ça a été fait. Par contre, malgré une diminution de 10 de la vitesse moyenne,
Celle-ci demeure tout de même au-dessus de la limite prescrite qui est celle de 30 km/h. Donc, nous, ce soir, ce qu'on vient vous proposer, puis c'est là-dessus qu'on veut vous entendre, c'est qu'on veut maintenir le projet pilote, mais on veut le bonifier. Donc, on veut ajouter des mesures. Donc, quand on parle de bonification de projet pilote, c'est d'ajouter dès que possible, et ça, nos collègues là, des travaux publics ont déjà ça entre les mains, c'est ajouter une ligne axiale jaune au centre de la rue sur toute la longueur de la rue Valvue. Donc, pourquoi une ligne axiale jaune? C'est que ça pourrait faire séparer les voies de circulation. Donc, ça devient gênant pour l'automobiliste là, de circuler au centre de la rue. Hein? Logiquement, de manière méthodique, quand on opère notre véhicule, quand il y a une ligne axiale jaune, on reste vraiment dans notre voie. Puis à ce moment-là, on est plus près de la bordure. Donc, ça évite, je vous dirais, l'effet de vitesse. Hein, Clarence? Puis aussi, quand c'est jumelé, la ligne axiale, quand c'est jumelé avec la voiture en stationnement, en bordure de rue, alors là, ça a un effet positif là, sur la diminution de la vitesse. On ne se réfugie pas au centre de la chaussée parce que franchir une ligne continue, ce n'est pas supposé d'être permis. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vérifier avec vous la possibilité d'ajouter de nouveaux bollards au centre de la rue sur l'ensemble de la rue. L'année dernière, on l'a fait dans une section, là, mais là, ce qu'on veut faire, là, c'est faire cet exercice-là sur l'ensemble de la rue Valvue pour pouvoir, on l'a vu tout à l'heure, une réduction de 5 à 6 km/h, plus la ligne axiale. Pour nous, là, ces mesures-là vont être très, très bénéfiques. La seule chose qu'on va valider, par contre, c'est de ne pas vous nuire avec ces mesures-là pour accéder à vos entrées privées. Si vous avez, par exemple, des véhicules de grand gabarit, comme je vais vous donner des exemples, des VR ou encore des remorques, on va s'assurer que ça puisse bien circuler parce que parfois, ça peut être un petit peu gênant. Fait que, tout à l'heure, quand on discutera avec vous, là, on aura ça en tête comme préoccupation. Idéalement, ce serait d'ajouter une mesure portique dans la section nord, là, au nord de Maurice-Barthes, où il y en a déjà 2. Pardon? Exactement. Là, on en a 2 mesures, mais si on avait une au centre, ça serait encore supérieur. Comme effet, ça serait mieux. Sauf que la difficulté, là, Caroline vient de l'expliquer, c'est que vous remarquez que devant le 192 et l'autre 214, je pense, il y a les entrées de stationnement des maisons qui sont situées en face par rapport à l'autre sont comme peut-être face à face. Alors, c'est plus facile d'installer ces bollards-là quand la personne, vous, comme propriétaire, vous les reculez, donc vous n'arrivez pas dans le poteau ou dans le centre. Alors, on a essayé l'année passée de trouver un autre endroit. C'est difficile parce qu'il faut penser que vous avez peut-être un trailer, que vous transportez du sable, puis que vous devez reculer, faire des manœuvres de recul. Alors, ça paraît simple, mais il faut vraiment. On reçoit le téléphone quand on l'installe, puis on nous dit ça me nuit. On essaye de l'éviter, ça. Si on pouvait trouver une autre place, là, ça serait fun. Également, ce qu'on veut faire, c'est pas nuire aux manœuvres de véhicules, mais ce type d'installation-là aussi a comme impact qu'on doit retirer du stationnement sur rue. Donc, c'est s'assurer avec vous que vous êtes à l'aise, dans certains cas, de pouvoir retirer quelques espaces de stationnement avant la mise en place, puis après la mise en place de cette mesure-là, là, pour en amont et en aval de la mesure. Parce que si on met un bollard de chaque côté, puis un mobilier centre-rue, c'est-à-dire un bollard au centre de la rue, on ne peut pas garer les voitures proches du poteau latéral parce que si tu mets une voiture proche, ben, l'automobiliste qui roule, il ne peut pas franchir le portique. Il faut y laisser de la place. D'autant plus que s'il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté, alors ils sont tentés même de dévier à sens contraire. On est tenté comme automobiliste de dévier à sens contraire. Alors, il faut enlever 2 places de stationnement en avant, 2 places de stationnement en arrière. De l'autre côté, on enlève 8 places de stationnement pour une installation. Donc, on en a 2, là, on a perdu 16 places de stationnement pour la période estivale. Donc, on veut regarder ça avec vous ce soir et discuter également avec vous là-dessus. Toujours de poursuivre le déploiement des afficheurs de vitesse dans le cadre d'une sensibilisation, puis également poursuivre la surveillance policière. Donc, on est en contact continu avec nos collègues, mais également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des relevés aussi. Donc, on va continuer la mesure avec les relevés de vitesse pour voir l'évolution puis comment que tout ça, ça se transpose dans les résultats. Donc, pour nous, c'était quelque chose d'important. Et également, il y a le volet de transit. Hein. Vous allez me dire, Caroline, il y a du transit qui se fait. Moi, ce que je peux vous dire au niveau du transit,
Je comprends que c'est un petit peu plus loin de chez vous, mais ça va avoir un impact positif, on l'espère grandement. C'est qu'on est en train de retravailler l'intersection complète La Faune-Lapierre en ajoutant des voies. Donc, on y va par acquisition. Donc, on va venir vraiment élargir cette intersection-là pour pouvoir ajouter des voies de virage à gauche et des voies de virage à droite pour pouvoir, là, je vous dirais, donner un petit peu plus d'air à ce secteur-là. Puis, il y aura également l'ajout d'une voie de circulation sur Lapierre jusqu'à Bastien, en passant par Élisabeth II. Donc, on vient retravailler ce secteur-là. Et pour nous, ça va avoir des impacts positifs là, sur le volet du transit. C'est sûr qu'il y a tout le volet colline qui a été travaillé dernièrement, mais qu'on va continuer à suivre. Mais on a vraiment une intervention majeure, là, La Faune-Lapierre, là, pour justement donner un petit peu plus de capacité à ce secteur-là pour éviter que les gens puissent revenir vers Val-Vue ou encore vers la colline puis faire du transit dans ce secteur-là. Donc, ça, c'est vraiment un projet majeur, là, 2024-2025. Là. Présentement, on est en mode acquisition au moment où est-ce qu'on se parle avec les différents citoyens du secteur. Déjà une. Parfait. Donc, merci beaucoup à vous trois. Donc, on est rendu à une petite période de questions. J'ai déjà quelqu'un dans la salle qui est prêt à en poser une. Donc, je vous rappelle, c'est des petites questions techniques de compréhension. Des questions de précision sur ce qui vous a été présenté. Si c'est des commentaires, on va les garder pour la portion atelier. C'est vraiment l'objectif là, de l'atelier, c'est de donner vos commentaires. Donc, voilà, on va se lancer avec une question en salle, puis après ça, on va pouvoir alterner là, avec les questions en ligne. Donc, oui, moi, j'habite exactement à l'endroit où, au printemps dernier, il y avait un moniteur de vitesse, un afficheur de vitesse, merci. Moi, j'avais constaté, puis j'en avais parlé avec Mme Asselin, ça donne à être une amie personnelle. Le trafic qui s'en venait, qui descendait la rue Bellevue, qui arrivait en face, c'est exactement l'endroit où la rue se rétrécit, où il y avait un atténuateur de vitesse. Alors, les véhicules qui arrivaient, vous avez eu des données faussées parce que les véhicules arrivaient, ils devaient ralentir quand il y avait du trafic qui montait. Alors, il y avait des beaux affichages de 25 km/h, 35 km/h, alors que vos études l'ont démontré, c'est pas mal plus souvent 50 km/h. Je veux juste vous rappeler quelque chose. Oui. Les afficheurs de vitesse, c'est des outils de prévention. Okay? Tout à fait. Aucune de nos analyses sont basées là-dessus. Ça, c'est vraiment important. Des fois, les gens me disent, Caroline, l'afficheur de vitesse est au début de la rue, il n'est pas à bonne place. Je vais vous dire, moi, l'afficheur de vitesse, peu importe où est-ce qu'il se retrouve, son objectif premier, c'est de sensibiliser l'automobiliste qui va le croiser. Donc, le saisir, le faire réaliser que présentement, là, il va peut-être un petit peu trop vite dans un secteur où est-ce qu'il devrait s'ajuster. Moi, ce que je peux juste vous rassurer là-dessus, c'est que les données qui viennent de l'afficheur, je ne les utilise pas, ni clairement dans le cadre de nos analyses. Bien, le but de mon intervention, c'était que je trouvais que l'atténuateur de vitesse aurait peut-être dû être placé. S'il faut demander pour l'installer, c'est ce qu'on va faire. La permission aux gens de l'installer sur le parterre, sur le terrain. Non, on ne va pas faire ça. Qui appartient à la ville, parce qu'en quelque part, comme je vous disais, c'est exactement où la rue se rétrécit. Alors, les véhicules qui arrivaient, le terrain vide. On va essayer de trouver. Voir, là, c'est du côté ouest où il n'y a pas de trottoir. Oui, c'est ça. Parfait, en descendant. Exactement. OK. C'est quoi le numéro civique? Là? Moi, mon numéro civique, c'est 147 et l'atténuateur est installé, je crois, devant le 143. Donc, il 139. faudrait le remonter dans la partie plus large. Je vous dirais, mettez-le vis-à-vis chez moi. Ou l'autre maison plus haut. Vous, c'est 147? Moi, c'est 147. Mon voisin de gauche, je crois que c'est 160. Mais je ne sais pas si je vous rassure. Oui, je comprends. Vraiment, là, les afficheurs de moi, vitesse. c'était une observation que j'avais faite. Puis Mme Assin, écoutez, je l'ai trouvée superbe. Elle était venue à 6 heures le matin. Elle avait une réunion. Elle était venue littéralement sur mon terrain. Puis elle avait pris des photos. C'est vrai que les véhicules arrivent. Ils doivent arrêter pour laisser passer les véhicules qui montent. Alors, tu avais des beaux affichages de 25 km/h. C'est super le fun, mais... Elle m'a tout envoyé les vidéos. Elle a très bien fait son travail. Tout à fait. Je n'ai rien à redire sur Marie-Josée. Elle fait vraiment une belle job.
Mais comme je vous dis, les afficheurs de vitesse, nous, là, on est content quand plus de personnes les rencontrent parce que ça les sensibilise. Puis des fois, je vous le dis, là, c'est récurrent et à toutes les semaines, on est sur le point de les sortir après le nettoyage printanier. Là, quand le ménage va être fait, là, on ressort les afficheurs de vitesse. Des fois, les gens ils nous disent il n'est pas à bonne place, il est au début de la rue. Ben, c'est excellent. Tous les gens qui vont entrer dans la rue vont le voir puis vont conduire adéquatement pour tout le reste du tronçon ou encore leur destination. Donc, il atteint son objectif. Et on va vérifier votre emplacement. Si c'est un bon endroit, on va le faire. Parfait, merci beaucoup, monsieur. Je vois une main levée en ligne. On va prendre une question en ligne. Madame Bureau. Oui, bonjour. J'ai une question en deux temps. La première, vous avez parlé du 28 juin, l'analyse qui a été faite de 2931 véhicules par jour. Je voulais savoir, est-ce que ça avait pris en considération le fait qu'on est entre les vacances de la Saint-Jean et de la Confédération, puis que le volume de circulation pour se rendre au travail est moins élevé que, je vais dire, en période scolaire ou autre? Ça, c'était mon premier volet. Mon deuxième volet, au niveau de l'analyse de vitesse, moi, je suis située dans le bas de la rue Valvue, donc en dessous du corridor des cheminots et vers Bastien. Si cette analyse de vitesse-là prenait en considération que le monde font le stop au corridor des cheminots et accélère pour prendre la vitesse, pour prendre la lumière qui est au bout de Bastien. Le matin, c'est assez incroyable là, le nombre qui peut accélérer pour ne pas manquer la lumière verte de Bastien, si bien qu'il en vient difficile même de sortir de notre entrée le matin. C'était ma question en deux volets. Pour répondre à la deuxième section de la question, quand les gens, les auxiliaires qu'on appelle, qui vont faire des relevés de vitesse à bord de leur véhicule personnel, de façon anonyme, pas identifiés Ville de Québec, ils sont installés de façon à capter la vitesse en vitesse libre, en section libre. Alors, on ne capte pas la vitesse à 22 mètres du stop. On sait que ça va plus vite sur le restant du tronçon, là. On est tout à fait conscient de ça. On se met dans la peau de n'importe quel citoyen, puis alors on capte, on va se situer dans le secteur le plus susceptible d'avoir de la vitesse. Puis c'est à partir de ces données-là qu'on vous donne des chiffres. Je comprends, mais c'était parce que c'était 2014. Fait que je me demandais si je ne me trompe pas, là, les relevés de cette hauteur-là relevaient quand même de plusieurs années. Là, on parle quasiment de 10 ans. Fait que je me demandais si on avait refait l'exercice. Pour ma part, je suis nouvelle dans le secteur, mais ça m'a marqué à quel point ça l'accélère là, entre le corridor et la lumière. Ça, Madame Bureau, ce qu'on pourra faire, là, on en a fait un au mois de mars, puis on pourra voir, là, quand on va évaluer les mesures cet été, on s'assurera de venir se positionner sur les différents tronçons. Je comprends que la rue de Bellevue, elle a différentes caractéristiques en fonction de où est-ce qu'on se retrouve. Là. On aura ça en tête, Madame Bureau, parce que ce soir, on vous rencontre, mais on va venir vous présenter les résultats de ce qui va avoir été fait cet été, là, quand on aura toutes les données. Je comprends. Parfait. Merci. Je peux peut-être tenter une réponse pour votre première question. En fait, lorsque nos opérateurs vont compter les gens, donc ils comptent le nombre de véhicules réels là, qui se passent pendant les 6 heures du comptage, donc 3 heures à l'heure de pointe du matin, 3 heures pendant la période de pointe de l'après-midi. Et après ça, ces chiffres-là, qui sont bien sûr pas pendant une journée au complet, sont multipliés par des facteurs d'équivalence. Donc, il y a des facteurs qui varient en fonction de chaque mois, du jour, de la semaine et tout. Donc, finalement, on arrive avec une valeur qui est représentative. Je ne dis pas bien sûr qu'elle est parfaite, mais cette valeur-là, elle tient compte de l'effet estival et du jour où ça a été pris. Puis peut-être faire du pouce sur ce que Pierre-Emmanuel est en train de dire, un comptage qui va avoir lieu dans une même semaine, le lundi puis le mercredi n'aura pas le même facteur, sachant très bien que mardi et mercredi, c'est les journées dans la semaine où est-ce qu'il y a le plus de volume qu'un lundi ou un vendredi. Fait que ça vient vraiment, là, il y a des belles chartes qui sont faites là, par rapport à tout ça. Parce que sinon, on serait vraiment limité et on ne serait pas capable de faire aucun relevé. Donc, si on prend le jour de la semaine idéal, le mois idéal, les conditions idéales, ça, c'est ce qu'on vise le plus. Les conditions idéales, c'est un asphalte qui est sèche, comme le disait tout à l'heure Clarence, pas de pluie ou pas de neige. Donc, c'est ce qu'on vise le plus. Pour nous, c'est ce qui est le plus important. On ajuste les autres éléments. Parfait, merci beaucoup. Donc, moi, c'est plus une inquiétude suite à la présentation que vous avez faite. Moi, je demande la partie sud de Nouvelle-Vue, donc passer la piste cyclable.
qui est beaucoup plus étroite. Mhm. Et puis, toutes les interventions que vous avez faites, c'est tout ça en haut. Alors, l'inquiétude que j'ai, moi, c'est qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre comme tel. À petite exemple, vous aviez installé un afficheur et vous l'avez retiré, premièrement parce qu'il fonctionnait à peu près pas et trop étroit pour l'installer. Les voitures manquaient une partie. Alors, j'imagine que c'est un problème pour vous de voir qu'il y a des interventions parce que la rue est étroite. Il y a des stationnements qui se passent parce qu'il y a un petit commerce sur la rue Valby. Et bien sûr, les transits, ben là, ça complique la chose. On va aller marcher tout ça. On ne sera pas capable de faire le portique comme on a fait en partie nord. On va probablement être capable de mettre un bollard au centre de la rue. Ça, on va être capable. Autre élément sur l'afficheur de radar, je pense que Pierre-Emmanuel était prêt aussi à expliquer l'option qu'on a. Alors, l'afficheur radar, on peut, à distance, l'éteindre. OK? Là, vous croyez qu'il est brisé, qu'il n'allume pas. Il n'allume pas, c'est vrai, mais c'est volontaire. Alors, c'est un mode fantôme, c'est un mode hypocrite un peu. Alors, quand même la vitesse, toutes les données sont dedans. L'automobiliste n'a pas sa vitesse affichée. C'est volontaire. Mais des fois, ça peut être défectueux aussi. Voyez-vous, j'ai été pris par... Ah, s'il flashouillait, là, s'il y avait juste des petits LED là-dessus. Mais là, vous connaissez tous nos trucs avec les afficheurs de vitesse, là, pour garder ça confidentiel. L'autre élément qui est important avec l'afficheur de vitesse, c'est que les travaux publics viennent le positionner parce qu'on en a 39 à déplacer sur le territoire de la Ville de Québec à toutes les semaines. Ils ne s'activent pas tout de suite. Donc, ils ne s'activent pas tout de suite, on les déplace, c'est le lendemain qu'on les met en fonction. Fait que, il y a toute une méthodologie derrière tout ça, là, mais si vous voyez, par contre, parce que cet été, vous allez en voir des afficheurs de vitesse, là, si vous voyez que, exemple, vous êtes une rue à 30 km/h, puis qu'à 40, il vous fait un sourire avec un pouce dans les airs, n'hésitez pas à appeler le 311, là, il y a un enjeu. Là. Fait que si vous voyez quelque chose avec les afficheurs de vitesse, là, faites-nous signe, là, on va s'ajuster. Merci. Merci à vous. Donc, en ligne, on a encore une main levée. Monsieur Messier. Bonjour, moi j'habite sur la rue Paul-Borgia. Je voulais savoir si on allait discuter ce soir de la fluidité au coin Bellevue et Bastien, ou si c'était pas du tout dans les plans de parler de ça. Vous pourrez tout à l'heure, dans les ateliers d'échange, s'il y a des éléments à faire ressortir, on est là. On est là pour vous entendre. Fait que n'hésitez pas. Je pense que ça fait partie des questions qu'on a là, à discuter avec vous. Puis on repartira avec vos préoccupations, puis on verra qu'est-ce qui est possible de faire, M. Messier. Excellent, merci. Merci. Parfait. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Ah, j'ai une question en salle. Je suis désolé pour ceux qui sont à distance et qui ne m'ont pas entendu. Alors, je vais répéter ce que je disais. J'ai simplement dit que je voulais appuyer ce que Mme Maude Bureau a dit concernant l'accélération de la vitesse à partir du stop ou le corridor des cheminots jusqu'au boulevard Bastien. Parfait, merci beaucoup. Donc, Camille Esther, en ligne, on n'a pas d'autres questions? Ah, on avait une question de monsieur. Bonsoir, on avait une question de monsieur Steve Mercier. Bonsoir, monsieur Mercier. Oui, bonsoir. En fait, je voulais réitérer également, pour ma part, j'habite dans le côté sud de Bellevue, soit en bas du corridor des cheminots. Alors, effectivement, il y a ceux qui partent du stop pour accélérer pour aller à la lumière, mais ceux qui arrivent également de Bastien. Bastien est un boulevard très achalandé, donc la vitesse est plus élevée, je dirais, déjà sur Bastien. Les gens ont déjà une vitesse plus élevée que la limite. Donc, en arrivant sur Bellevue, ils ont déjà moi, je peux dire, sont déjà dans un état de rapidité, donc ça leur prend vraiment beaucoup de temps à ralentir, puis ils ne ralentissent pas avant le stop du corridor des cheminots, puis même ils ralentissent, ils le font vraiment à la dernière minute. Alors voilà, c'était tout simplement pour compléter. Merci. Parfait, merci beaucoup, monsieur. Merci. Moi, j'ai remarqué, je suis une fille qui marche beaucoup. Puis j'ai remarqué qu'au village du Rond, ils ont des afficheurs de vitesse, mais ils ne sont pas sont affichés dans un poteau. On n'en a pas à la ville, puis c'est une décision qu'on a prise parce que ces afficheurs de vitesse-là, je dirais,
ils finissent par faire partie de l'environnement. OK? Donc, le travail de sensibilisation qu'il y a à faire ne fonctionne pas. Ce qu'on se rend compte aussi au niveau de la littérature, c'est que ça devient par la suite, je vous dirais, des testeurs de vitesse. Hein? On le voit un petit peu avec nos afficheurs, mais dans ces afficheurs-là, c'est que les gens vont venir tester la vitesse que peuvent atteindre leurs véhicules. Donc, ça devient comme des lieux de rassemblement. Donc, nous, ce qu'on a choisi, c'est vraiment les afficheurs de vitesse qui sont mobiles, qu'on déplace à toutes les semaines, mais qu'on peut quand même faire revenir à plusieurs occasions dans des secteurs. Mais la littérature, au niveau des afficheurs de vitesse qui sont fixes, c'est que l'effet diminue rapidement de sensibilisation. On a une autre question dans la salle. On parle de bollards, tout ça, mais l'hiver, il faut les enlever. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour l'hiver aussi? Au niveau de au niveau de la période hivernale, c'est sûr et certain qu'il y a tout le volet de la ligne axiale qui va quand même demeurer. Hein? C'est du marquage, mais avec les limites du marquage qu'on a ici au Québec. C'est sûr et certain que quand on veut quelque chose de permanent, c'est sûr que c'est le volet géométrique qu'on va venir jouer. Hein? C'est mettre en place des mesures comme des gonflements, des intersections surélevées. C'est ça que je me disais. Mais avant d'en venir à des mesures comme ça, il faut quand même tester préalablement en projet pilote différentes stratégies. Je ne sais pas si vous avez suivi dans les journaux, là, mais l'avenue Charles-Huot qu'on a à Sillery, on a fait 3 années de projet pilote avant d'en venir avec un concept permanent. Puis des concepts permanents, bien c'est sûr et certain que c'est quand même des investissements qui sont majeurs. L'avenue Charles-Huot, c'est du 6 millions qu'on va investir pour venir régler des problématiques ou est-ce qu'on va venir jouer sur la largeur et ces choses-là. Donc, c'est sûr qu'en amont, il faut faire des tests, mesurer des éléments. Puis l'objectif aussi, c'est la vitesse, on l'a dit en entrée de jeu, ça va avec la présente stratégie de sécurité routière où est-ce qu'on a abaissé l'ensemble des limites de vitesse sur le secteur de la Ville de Québec. Il y a tout un changement de paradigme qu'il faut faire. Je vous donne l'exemple. Demain matin, on a une grosse conférence de presse sur l'avancement de la stratégie de sécurité routière, où est-ce qu'on en est rendu après 5 ans. Et c'est une responsabilité qui est partagée. Ça va prendre la participation de tout le monde aussi. Hein. La ville, on peut mettre en place des infrastructures, mais c'est moi qui demeure derrière mon volant aussi. Il faut que j'ajuste mon comportement. Il y a tout ce travail-là de sensibilisation qui est important aussi. Donc, les projets pilotes, leur objectif, c'est de commencer à sensibiliser et à habituer les gens qui utilisent la rue de Bellevue pour ajuster son comportement puis respecter la limite qui est affichée. Si on voit qu'on a encore des enjeux, on a plein de choses dans notre coffre à outils. Mais c'est sûr qu'avant d'en venir à dire on refait une rue complètement, on va tester différents éléments. Merci. Parfait. Donc, on a 2 autres questions en salle. Après ça, on pourra débuter notre atelier. Ma question, justement, avec les mesures d'atténuation que vous voulez faire encore comme projet pilote, est-ce qu'on s'attend à ce que ça ait aussi des effets sur le volume? Est-ce que vous attendez, est-ce qu'avec ces mesures-là, des gens vont choisir de passer par de la colline, par exemple, puis baisser le volume? Effectivement. Donc, si l'accessibilité, puis les gens qui transitent, c'est habituellement ceux qui vont faire le plus de vitesse, hein, parce qu'ils passent, hein, c'est un passé. Si on rend le passage un petit peu plus, je vous dirais, tannant, hein, ben à ce moment-là, on va utiliser les rues qui sont faites pour ça. Hein. Colline, la pierre, c'est des rues qui servent à faire ce type de transit-là. Leurs gabarits sont plus grands, c'est des collectrices. Donc, c'est l'objectif que derrière tout ça. Par contre, on ne l'éliminera jamais le transit. Il va toujours en avoir parce que votre rue, elle vient lier certains quartiers ensemble, puis ça donne accès également à des quartiers. Mais c'est sûr que c'est plus tannant de circuler, hein, que 30 km/h, il y a des portiques à franchir, des intersections où est-ce qu'il faut s'immobiliser, une grande surveillance policière pour la limite de vitesse. C'est sûr que ça a un effet sur le transit. C'est ce qu'on vise aussi. Est-ce que vous aviez toujours une question, monsieur? Merci, Sayana. Merci. Moi, je demeure sur 143, à côté de M. tout à l'heure. Et puis, je me posais la question,
Là, vous voulez faire une ligne verte à la grandeur. Pardon? On va la faire jaune. Bon, jaune. Oui. OK. Que ce soit jaune ou verte, de toute façon, quand il y a un auto qui est installé dans la rue, par exemple, là, ce qui arrive, là, c'est que les autos se rencontrent. Là. Puis, moi, je demeure au 143, je les vois. Hein. Ils passent à peu près à un pied de l'auto qui est stationné. Puis, je me suis fait passer des gens de faire. Parce que je voyais mon frère qui j'avais tellement fort. Temporairement, dans la rue, puis c'est très dangereux. Hein. Même l'hiver, on risque notre vie, juste à nettoyer notre entrée. Le stationnement est autorisé? Il est autorisé le stationnement devant chez vous? Oui. Je ne veux pas qu'on refuse, qu'on empêche les stationnements devant des maisons, mais avez-vous envisagé à un moment donné peut-être de mettre des lumières? Une lumière, par exemple, à Maurice-Barthes, là, qui à certaines heures de la journée, comme le matin à 7 heures, c'est l'enfer, ça vous l'a vu, à 4 heures, c'est l'enfer, ça monte. Alors, la mettre one-way pour ces heures-là. Je dirais, on a souvent cette question-là de mettre à sens unique des rues à des moments différents de la journée, comme un petit peu on va avoir dans des tunnels. Vous comprendrez que c'est quelque chose de majeur dans le comportement des conducteurs. Hein? C'est une mesure qui est très excessivement complexe. Puis la mise en place d'un sens unique, là, ça a toujours des conséquences. On explique toujours aux gens, le trafic, c'est comme de l'eau. Hein? Si je viens empêcher l'eau de passer à quelque part, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer ailleurs. Donc, il faut évaluer l'impact que ça va avoir. Mais ça peut être un impact au-delà du trafic qui est réparti ailleurs, la collecte des matières résiduelles. La collecte des matières résiduelles là, se fait tout à droite. Donc, si je mets une rue à sens unique, la collecte des matières résiduelles, elle ne peut pas se faire. Ou ça prend de nouveaux véhicules pour le faire. Le déneigement, c'est la même chose. Il y a des opérations de déneigement, des méthodologies de déneigement. Si à ce moment-là, la rue devient trop large parce que je la mets à sens unique, bien là, je vais avoir des problématiques de déneigement de la rue. Fait que mettre en place une rue à sens unique, en plus, à différents moments de la journée, je vais vous dire franchement, là, c'est une mesure qui est quand même, somme toute, très extrême. Sur le territoire, il n'y en a pas. Ça a tendance à augmenter la vitesse moyenne aussi parce que tu rencontres plus personne. Alors, tu montes ou tu descends, tu es sûr que tu es tout seul dans le même sens. Alors, ça roule plus vite. Mais dans les échanges que vous aurez tout à l'heure, je pense qu'on est là pour vous entendre. Il peut ressortir plein de bonnes idées. Peut-être que ça ne sera pas toujours oui. Comme dans ce cas-là, c'est sûr, il faut que ça soit analysé, mais vous pourrez en discuter. Parfait. Je vois qu'il y a plusieurs autres mains qui se lèvent. On va prendre les dernières mains levées, puis après ça, on se lance pour l'atelier d'échange sans faute. Donc, 2 personnes en salle, 1 personne en ligne, puis on y va. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à la piste cyclable qui passe, vous avez au bout de la côte, personnellement. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui passent les défis qui traversent? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on descend, puis nous, on voit l'auto de fois, le défi qui nous passe ça en face. Puis c'est bien de regarder la rue, mais là, dans l'autre sens, moi, j'ai Fait que, corridor des cheminots, là, il y a peut-être quelque chose à penser. Je pense que ce type d'intervention-là, Dominique, dans les ateliers, je pense que ça va valoir la peine que ça ressorte. Exactement. C'est le genre de commentaires qu'on peut inclure là, dans les réponses que vous allez donner aux questions. Est-ce que la prochaine question était une question de compréhension ou est-ce que c'était plus une suggestion, un commentaire? Commentaire constructif. Moi, ça fait 51 ans que j'habite la rue Bellevue. J'ai remarqué, bon, oui, c'est un trafic de transit, c'est d'accord, mais moi, un de mes problèmes avec la rue Bellevue, c'est le trafic lourd qui y circule.
On a souvent des autobus du RTC en transit qui ont fini leur parcours, viennent descendre à Rue-Bellevue. Un autobus du RTC dans la partie du bas qui rencontre la partie de 7 mètres de large qui rencontre avec un véhicule, là. Et le véhicule a besoin le véhicule qui rencontre a besoin de serrer la chaîne de trottoir beaucoup parce que c'est large. Moi, d'expérience, il y a une quinzaine d'années, on s'est fait arracher notre entrée électrique par une vanne de 40 pieds qui descendait la rue. Le mât arraché d'après la maison, puis d'électricité, puis de téléphone, puis ça, c'est arrivé à quelques voisins aussi. C'est des détails comme ça. On a des autobus qui vont à Wendake, des autobus de touristes, là encore, c'est encore un véhicule qui est minuscule, ça. Là, ça passe, ça monte, ça descend. On a des autobus scolaires qui vont à leur maison mère sur le boulevard de la Colline, mais plutôt que de passer par la colline, ça monte la rue Bellevue. À l'heure de pointe, on peut avoir une quinzaine d'autobus scolaires qui montent la rue. Ça rajoute beaucoup d'irritants aux gens qui habitent là. Puis, bon, moi, j'ai pris l'habitude de me stationner toujours de reculons dans mon entrée pour être capable de sortir sans. Puis, je vais vous dire que des fois, quand je reviens à l'heure de pointe le soir, je peux attendre 20-25 véhicules qui passent avant d'être capable de me mettre à l'angle droit puis de reculer. C'est compliqué. Puis, comme M. Bilodeau disait, je suis au 143, excusez-moi. Pardon. Quand on disait que c'est fait arracher un miroir, comme je disais, c'est exactement là que la rue fait un coude. Et devant sa maison, je pense que la rue fait moins large que 7 mètres. C'est vraiment exactement cet endroit-là qu'il y a un coude. On le voit même sur votre carte ici. Là, on voit exactement où c'est le moins large. On s'en rend compte, puis un des gros problèmes est là. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vous invite à consigner ces informations-là sur les documents qui sont sur votre table. Parfait. Donc, dernière question en ligne, Madame Bureau, et ensuite, on se lance. Oui, j'ai 2 commentaires. Le premier, pour rejoindre celui de monsieur, c'est que les camions de déneigement cet hiver de la ville ont roulé d'une façon excessive. J'en ai même porté plainte à des heures hors circulation standard, mais on s'entend que même les charrues et les déneigeurs ne respectent pas la limite de 30 km/h. C'est assez quand même aberrant quand c'est pour la ville. Deuxième des choses, je voulais savoir, parce que j'ai constaté cet été qu'il y a eu des travaux au niveau de la piste cyclable puis que ça l'a barré la rue à la hauteur de la piste cyclable, soit le bas de Bastien jusqu'à la piste cyclable puis en haut par de la Fonde, je vais dire ça comme ça. Et ça a diminué grandement la circulation. Je comprends de votre commentaire tout à l'heure, madame, qu'il y a des enjeux pas juste de déneigement, mais également de camions d'ordures. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des avenues qui pourraient être possibles pour limiter la circulation ou la couper en deux? Je comprends que ça va engendrer des détours pour tous et chacun, là, mais qui restent sur la rue ou dans les quartiers avoisinants, mais ça limiterait peut-être grandement la circulation. Je ne sais pas si ça a déjà fait l'objet d'une réflexion. C'est pris en note, puis comme je vous le mentionne, puis peut-être l'objectif, là on vous a présenté des données. Là, vous allez commencer un atelier d'échange entre vous avec des pistes de solutions. Je pense que c'est important que vous fassiez là, pendant cet exercice-là, ce travail-là, pour qu'on puisse tout noter ça par la suite. Exactement. Merci beaucoup, Madame Larouche. Donc, on a prévu environ 30 minutes pour la portion atelier de la séance de ce soir. Donc, dans votre sous-groupe, on va vous demander de nommer un représentant, donc un porte-parole qui va avoir la responsabilité de rapporter, de résumer finalement vos échanges quand on va retourner en grand groupe à la suite de l'atelier. En sous-groupe, on aimerait d'abord savoir si vous avez remarqué des modifications ou des améliorations des conditions de circulation sur la rue Bellevue suivant le projet pilote de 2022. On aimerait également savoir si vous anticipez des enjeux en lien avec la bonification là, du projet pour 2023, puis s'il y a des éléments qui n'ont pas été considérés pour le projet et qui devraient être considérés également. Donc, il est présentement 19h55, donc à 1h25 au maximum, on va revenir en grand groupe. Ça nous donne une bonne demi-heure. Donc, les gens en salle, vous pouvez utiliser les cartes qui sont mises à votre disposition. Vous pouvez répondre aussi, les questions sont écrites sur les documents. Donc, vous pouvez répondre de cette façon-là. Sinon, en ligne, je vous laisse au bon soin de Mme Camille Esther et on se retrouve dans 30 minutes.
La portion atelier serait terminée. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Vous m'entendez en ligne? Parfait. Dans la salle également? Bon, parfait. Merci beaucoup. Donc, on aurait terminé la portion atelier. Donc, on serait rendu à donner la parole à nos fiers porte-parole. Je ne sais pas s'il y en a un ou une d'entre vous qui aimerait se lancer. Parfait. Donc, j'ai un groupe en salle, puis ensuite, on passera au groupe en ligne. En fond, on a fait un petit peu deux écritures, nous autres, là, les deux. Là. Dans le fond, la première question, pour la répondre, vous remarquez des améliorations. Là. La première question, nous, on a remarqué pas beaucoup. On a marqué que pas beaucoup de présence policière, encore moins. Puis on a marqué, dans le fond, qu'on voit plus la police du Lac-Juron que la police de la Ville de Québec. C'est ça. C'est un peu comme ce que monsieur disait, effectivement, ce qui avait été installé l'an passé, nous, on n'a pas vu de différence, mis à part la vitesse qui a été réduite un peu au niveau des véhicules. Mais il y a autant de véhicules qui circulent. Ça, c'est comme un des gros problèmes qu'on voit au niveau de la rue, là, toute la circulation routière qui peut se faire là, de transit là, dans cette rue-là. Oui, OK. Je suis pas intéressant, hein, n'écoute pas. Parfait, merci. Je peux passer peut-être à une autre. Vous avez indiqué si on anticipait des enjeux de la bonification du projet. Ben, je pense que pour ce qui est de ça, je pense qu'on ne peut pas, avec toute la circulation qui circule, qui passe sur la rue, je pense qu'il ne pourra pas y avoir vraiment de modification par rapport à cet aspect-là. Peut-être que oui, il va y avoir une modification au niveau de la vitesse des véhicules, mais ça ne pourra pas changer toute la quantité de véhicules considérables qui circulent là, sur les heures de pointe là, le matin et le soir. Puis après ça, on parle beaucoup des véhicules, mais il y a là aussi l'aspect de la partie sud de la rue, le trottoir pour nous, les résidents qui sont sur la rue. Le trottoir est très étroit et avec nos enfants, quand on se promène avec nos enfants, on n'est même pas capable d'être deux côte à côte sur le trottoir. Donc, il faut suivre en file indienne parce que les voitures nous passent vraiment à quelques centimètres de nous parce que la rue est étroite et le trottoir est étroit. Dans le fond, on fait juste tout le monde la première partie ou bien on fait toute la feuille? Toute la feuille. La feuille, bon. Oui. Dans ce que le monsieur a dit tantôt, ici, là, on l'avait pris en note là, pour ces deux trottoirs. On a parlé de la ligne jaune tantôt. Elle a-tu jusqu'en bas, jusqu'à Bastien? Là? Puis à ce moment-là, les stationnements vont être permis pareil, vu qu'il y a une ligne jaune jusqu'en bas, puis la partie est plus étroite. C'est ce qu'on se demandait aussi. Ouais. On ne touchait pas, la question, c'est est-ce qu'on touche à la réglementation du stationnement sur rue? À ce moment-ci, ce n'était pas dans nos cartons là, de venir réglementer. C'était ça qu'on avait comme regardé. En même temps, vu qu'il va y avoir une ligne jaune, s'il y a du stationnement, ben, il va pouvoir empiéter pareil sur la ligne jaune pour traverser. Oui, mais les gens vont ralentir, c'est sûr. Parce que le stationnement, il n'est pas occupé à pleine capacité. Là. En bas, ça arrive assez souvent. En bas, ouais. Ouais, parce qu'il y a des logements, puis les gens se partent dans la rue, des logements. Okay. Puis, partout, après ça, il y avait le déneigement l'hiver, parce que vu que l'hiver, il n'y a pas de dos d'onde, il n'y a pas rien, il n'y a pas de bonhomme. Souvent, quand ils font les trottoirs, ben, ils envoient ça dans la rue. La rue, la partie d'en bas est encore plus étroite. C'est plus dangereux encore là. Si on y va pour la dernière partie, ben, on a parlé d'élargir les trottoirs dans une partie là, pour la sécurité des piétons. Après ça, on avait parlé peut-être aussi dans les suggestions une lumière, comme on avait parlé tantôt à Monseigneur Barthes.
serait pas permanente, mais qui serait sur les heures de pointe peut-être ou pour plus pour ralentir le trafic, puis sur l'heure de pointe où il y a beaucoup de trafic pour le ralentir. Vous parlez de lumière de feu de circulation? Oui, oui. À l'intersection Maurice-Barre. Puis Bellevue, oui. Puis, comme on l'a pas tantôt aussi, la circulation, c'est un gros problème. Il y a beaucoup de circulation. On l'a peut-être parlé, peut-être même. Le problème aussi qu'on avait remarqué aussi, vu que la colline passée Bastien rétrécit une partie, ça fait que peut-être qu'il y a du monde qui ils prennent plus, peut-être aussi Bellevue, parce que souvent, l'heure de pointe, c'est queue à queue. Peut-être s'il y a quoi à faire peut-être sur la colline pour. Ça aiderait peut-être. Après ça, je sais que ce n'est pas toujours facile d'application, mais il y a des endroits qu'on voit des fois qui marquent circulation locale seulement au début de la rue, mais s'il n'y a pas de police qui fait respecter jamais ça, c'est certain que ça ne donne pas grand-chose. Ça, je vais vous faire une parenthèse là-dessus parce qu'on vient juste de faire un avis juridique parce qu'il y a certains endroits avec des interdictions de virage à l'exception de la circulation locale, là, comme nos afficheurs de vitesse, je vous fais une confidence, là, on va les retirer. Parce que légalement, pour la police, ça prend un motif pour intercepter quelqu'un. OK? Fait que là, si le motif, c'est de valider s'il demeure dans le secteur, il n'y a pas de motif d'intercepter. Fait que légalement, ça n'a aucune valeur légale. Puis un policier ne peut pas venir le mettre en pratique. Donc, tout ce qui est de la circulation, où est-ce qu'on vient contraindre à des gens qui demeurent à un endroit seulement cette circulation-là, ça va disparaître. Donc, de par l'avis juridique qu'on a reçu, là, on l'avait sur Boulevard Saint-Jacques, à certains endroits, des interdictions de virage à gauche, là, à l'exception des gens qui résident dans le secteur. Légalement, ça n'a aucune valeur légale. Mais c'est un bon point, ça me permet de faire de la pédagogie là-dessus. J'aimerais ajouter quelque chose. Il y a le feu de circulation au bas de la rue. Ce feu de circulation-là, le fait que les gens qui sont sur la rue Bellevue en descendant accélèrent pour se rendre au feu de circulation, c'est que le feu de circulation est très court. Il est très long à avoir et il est très court quand on l'a. Donc, c'est pour ça que les gens accélèrent beaucoup dans la rue pour se rendre à ce feu de circulation-là. Et le fait qu'il y a beaucoup de volume de voitures qui rentrent dans la rue ici aux heures de pointe, c'est que le feu de circulation qui emmène le flot de voitures sur Bastien, il est très long aussi, il est longtemps vert. Donc, il y a beaucoup de voitures qui peuvent rentrer dans la rue Bellevue. Et c'est ce qui fait qu'on a, quand on arrive sur les heures de pointe, on a énormément de difficulté à rentrer dans nos cours, à stationner ou à sortir le matin, parce qu'il y a énormément de voitures qui peuvent circuler là, pendant ce moment-là. Il y a aussi une petite parenthèse, le stop en haut de la rue. Et le fait que les deux rues sont désaxées entre de la Faune, oui, la rue de la Faune et la rue Bellevue, c'est dangereux pour nous qui sortent de la rue, mettons, de la Bellevue pour embarquer sur la rue de la Faune. Vu que le stop qui est à droite, les gens, la rue est plus loin, le stop est plus loin de la rue, les gens ne nous voient pas. Moi, presque à tous les matins, quand je vais porter mon garçon à l'école, il faut que je klaxonne parce que les autos me coupent. Ils ne me laissent pas passer là, pour sortir de la rue. Pourtant, on est à tour de rôle, puis c'est 4 stops. Donc, non, pas du tout. Merci. Sur l'élément de programmation des feux de circulation dans le bas de la rue Bellevue avec Bastien, alors, augmenter le feu, augmenter le temps de vert pour vous, pour sortir de la rue, ça peut être agréable, mais c'est un incitatif pour la personne qui n'est pas dans le secteur de dire ça va tellement bien que moi, je passe par là. Il faut faire attention quand on reprogramme les feux. Là. Parfait. Donc, vous l'interdiriez? Vous voudriez qu'on l'interdise, le virage à droite? Ouais.
Ben ça permet de vider le trou aussi plus vite. On va juste prendre le micro pour prendre la parole pour les gens en ligne. Je suis désolée de vous interrompre. Il y avait une observation à rajouter sur ce que monsieur disait sur la lumière Bastien-Valvu. Si on pouvait avoir un virage protégé quand on sort de Valvu, qu'on veut aller vers le métro, vers Robert Bourassa, tout le trafic de transit qui arrive de la rue du court-métrage et qui veut monter, qui traverse l'intersection à l'heure de pointe, tu peux avoir 10 véhicules qui passent. Fait que le premier véhicule qui veut tourner à gauche ne passera pas. Si on peut avoir un virage protégé, sans rajouter nécessairement de temps à la lumière, mais avoir un virage protégé, ça pourrait peut-être enlever beaucoup d'irritants. C'est une suggestion comme ça. Oui, virage à gauche. Parfait. Est-ce que pour le groupe 1, ça faisait le tour de vos... Parfait. Donc, monsieur, vous aviez la parole. Je vous laisserai poursuivre. Puis ensuite, on va se diriger en ligne. Alors, me revoici. Bon, pour la question, avez-vous remarqué une amélioration des conditions de circulation sur la rue Bellevue suivant le projet pilote de 2022? Madame Deschênes, ici présente, qui habite exactement à l'endroit entre Maurice Barthes et la rue de la Faune, n'a pas remarqué En fait, elle nous dit même qu'elle a remarqué une détérioration, une augmentation du transit qui a été... la vitesse n'a pas vraiment ralenti. D'observation personnelle, je ne peux pas dire que j'ai remarqué qu'il y a eu un grand changement, moi non plus. Ceci dit, si monsieur ici présent qui habite la rue Paul-Bordua, mais la partie Paul-Bordua qui est perpendiculaire à la rue Bellevue, donc qui est quand on veut sortir de Paul-Bordua pour descendre la rue Bellevue, on ne voit pas le trafic qui descend, qui vient à notre gauche. Il suggérait peut-être même de mettre un arrêt à cet endroit-là qui pourrait ralentir le trafic, peut-être même un incitatif négatif aux gens qui passent par là. Bon, ils nous ont rajouté un arrêt, on va peut-être passer ailleurs. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que moi le premier, quand je descends, mettons que je croiserais monsieur à la sortie de sa rue, c'est arrivé à plusieurs fois que j'ai dû faire un écart à gauche parce qu'on voit les véhicules à la dernière minute. Ils ne nous voient pas, on ne les voit pas. En plein hiver, les bancs de neige peuvent être hauts, là. Ça peut s'avouer problématique, ça peut même être dangereux. La lumière verte, on en a parlé. Le virage protégé aussi. Anticipez-vous des enjeux en lien avec la bonification du projet pilote prévu pour 2023? On a eu des observations comme quoi ça va peut-être être un peu difficile d'appliquer dans la partie moins large de la rue. C'est sûr que la ligne médiane, ça peut aider, mais autrement, comme vous mentionniez plus tôt, les bollards, ce n'est pas quelque chose qui peut être applicable de ce côté-là parce que c'est trop compliqué. On a fait une observation pour les bicyclettes qui traversent la rue Bellevue à la piste cyclable. Ça arrive régulièrement qu'à l'été, qu'il y a des bicyclettes qui ne font pas d'arrêt ou à peu près pas. Moi, ça arrive régulièrement qu'on frôle des gens, on manque de les frapper. À quelques reprises dans l'été, ça arrive qu'il y a des gens qui se font frapper. Ça arrive qu'on voit des ambulances, donc ça veut dire qu'ils sont en train de ramasser quelqu'un qui s'est fait ramasser ou et vice-versa. C'est préoccupant, peut-être comme monsieur Richard, merci. Comme Richard mentionnait, peut-être une espèce de dédale qui pourrait forcer les gens à arrêter ou à ralentir à tout le moins pour éviter de se faire frapper par un véhicule. Pour la section, les éléments qui n'ont pas été considérés dans le projet, on a eu quelques pas pires idées, je crois. Pour faire écho à monsieur, peut-être penser que le boulevard de la Colline pourrait être un boulevard à 4 voies. Parce que, comme on disait, juste en haut du boulevard Bastien, il passe de 2 voies à 1 voie. Puis, tout le trafic qui monte le boulevard de la Colline à l'heure de pointe, c'est à la queue leu-leu. S'il y avait moyen d'avoir 2 véhicules de large, mais peut-être que la file serait moins longue. Peut-être qu'il y a des gens qui transitent par la rue Bellevue parce que ça va aller plus vite. Peut-être que si ça allait plus vite par de la Colline, il éviterait notre secteur. On a eu une idée sur le terrain qui appartenait à l'ancienne école Notre-Dame de Fatima, qui est au coin de Bastien et Bellevue, en face du dépanneur.
Il y a un grand terrain vague qui était une école primaire qui a été détruite il y a une vingtaine d'années. Si on pouvait faire une espèce de stationnement supplémentaire pour les résidents de la rue Bellevue, les gens qui ont la misère à stationner, la visite ou quelque chose, si on pouvait avoir quelques espaces de stationnement sur ce grand terrain-là qui, de toute façon, est un bel espace vert qui ne sert pas. Donc, on pouvait avoir un petit stationnement, peut-être même avec une vignette s'il y a des résidents qui veulent l'utiliser en priorité. C'est peut-être une suggestion qui serait à voir. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. L'objectif, c'est de retirer les véhicules de stationner sur la rue. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, ça serait un stationnement qui serait à proximité, puis on peut. Je ne dis pas de faire un stationnement de 200 places, ce n'est pas un centre d'achat, mais déjà, on dit, mettons, je suggère 30 places, ça ne prendrait pas énormément d'espace, mais par exemple, ça pourrait enlever une épine du pied à bien du monde. Puis c'est à proximité de leur maison en plus. Et de la piste cyclable, parce que comme Richard, sa conjointe, disait, il y a beaucoup de gens qui vont stationner sur la rue Paul-Bordua pour aller faire du bicycle sur la piste cyclable, parce que c'est l'endroit à stationner le plus proche. C'est peut-être une chose qui pourrait être faisable. Oui. Et, même chose pour la circulation Bellevue et rue de la Faune. L'intersection, c'est une intersection qui est très dangereuse. Moi, c'est rendu que c'est une intersection que j'évite. Surtout que si j'arrive de Saint-Émile et que je veux descendre la rue Bellevue, c'est à peu près impossible de faire un virage à gauche sans se faire couper le chemin par quelqu'un qui ne fait pas son arrêt et qui va nous rentrer dans le côté droit. C'est rendu que je vais descendre le boulevard de la Colline puis tourner sur la rue Maurice-Barthes. C'est moins dangereux. J'ai un virage protégé sur la colline. C'est moins dangereux. Alors, cette intersection-là, parce qu'il y a pratiquement 5 rues qui arrivent un peu n'importe comment, là. C'est les gens qui arrivent, comme M. disait, qui va porter ses enfants à l'école. Si on monte la rue Bellevue, qu'on veut tourner pour aller vers Wendake, les véhicules qui arrivent à la droite ne nous voient pas et on ne voit pas les gens qui arrivent. Fait que ça va arriver, quelqu'un qui ne fait pas à moitié son stop va manquer de nous rentrer dedans, il faut klaxonner. C'est vraiment dangereux. Vraiment, vraiment dangereux. Puis je ne vous parle pas des piétons. C'est une autre affaire. Que je n'avais pas pensé. Quand on part de Paul-Bordua, on descend juste pour se rendre jusqu'à la piste cyclable. C'est mon chemin quand je m'en vais prendre la piste, ça passe proche. Donc, je pense que ça serait peut-être vraiment organisé là, pour que ça soit. Parce que là, c'était même si on était quand même en haut de la fête Mountain Track, ben, ça reste quand même que les autos, je suis un adulte, puis ça passe à côté de toi, là, puis même des fois, je regarde parce qu'il n'y a pas d'auto, je vois, mais depuis quand il y a d'auto, j'ai peut-être les laisse passer parce que c'est pas ça. Ouais, on se fait frôler un petit peu, là. C'est ça. C'est ça. Et la problématique du trottoir, c'est que quand la rue a été refaite, là, je vous dirais une dizaine d'années, juste de la rue de la Fonte jusqu'à la rue Paul-Bordua, ils ont refait le trottoir. Un beau trottoir qui doit faire 6-7 pieds de large facilement. Mais exactement à Paul-Bordua, on revient avec l'ancien trottoir qui a 45 ans. Puis celui-là, il y a deux adultes un à côté de l'autre qui n'ont pas assez de place. Fait que si tu es 2 piétons ensemble, il y en a un qui marche dans la rue, puis là, ben, là on se fait frôler. C'est dangereux. C'est peut-être normaliser le trottoir à la même largeur partout. Ça pourrait être un peu moins dangereux pour les piétons.
Ah, je pense qu'on ne m'entendait pas. Est-ce qu'on nous entend toujours en ligne? Maintenant, oui. Ah, voilà. Ça venait de moi. J'étais le problème. Donc, Camille Esther, est-ce que tu avais un ou une porte-parole? Oui, bien sûr, nous avons Madame Bureau. On a eu une très belle discussion. Je vais prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'échange qui était très enrichissant. Merci beaucoup à Pierre-Emmanuel Lemay. Et donc, Madame Bureau, je vous laisse la parole. Donc, en ce qui a trait à la première question, la réponse au niveau du sud, en bas de la piste cyclable, il n'y a aucune amélioration qui a été constatée. Toutefois, quelqu'un qui restait près du 194 mentionnait qu'au début, oui, les mesures avaient eu un impact, mais plus que la saison avançait, soit vers l'automne, ça n'avait plus vraiment d'impact parce que les véhicules lourds ne faisaient pas attention, si bien que les petits bollards allaient tomber, taper sur l'asphalte et revenaient et accrochaient, puis sans dire, ne s'en préoccupaient peu. Fait que peut-être au départ, oui, mais à la fin, non. Au niveau de la question numéro 2, est-ce qu'il y avait des enjeux? Là? Excusez, nous, on n'avait pas les questions notées, fait que je ne peux pas les répéter. On a constaté qu'au niveau de la piste cyclable, en bas de la piste cyclable, ça va être difficile de mettre des bollards en raison de l'étroitesse de la rue, mais qu'entre la piste cyclable et Maurice-Barthes, ce serait peut-être possible d'installer des mesures d'atténuation. Toutefois, en bas, on ne voit pas comment ça va être possible de faire des portes un peu comme en haut de la piste cyclable, c'est trop étroit. Puis, avec les véhicules qui stationnent d'un côté de la rue, c'est encore plus difficile là, de mettre des mesures d'atténuation parce qu'il faut déjà dévier dans la voie contraire pour pouvoir rencontrer ou circuler. Pour ce qui a trait à la troisième question, un des commentaires qui est ressorti, c'est un tronçon qu'on a peu parlé à date, c'est la section entre Bastien et Court-Métrage. Il y a beaucoup de trafic de transit qui provient de là, qui monte soit à Valvue. On proposait peut-être pour ce petit tronçon de mettre ce petit tronçon sens unique, surtout que Court-Métrage est sens unique à un certain degré là, de la rue là, jusqu'à Bastien. Fait que ça serait moins impactant que sur l'entièreté de la rue Valvue, puis ça viendrait éviter aussi et régler peut-être le problème là, de tourner au feu vert quand on descend Valvue vers Bastien pour tourner à gauche. C'était une des solutions qui avait été proposée. L'autre était peut-être de bloquer la hauteur de la piste cyclable, mais là, on comprenait qu'il y avait peut-être des enjeux au niveau de la ville là, pour les ordures, le déneigement et autres. On a quand même mentionné qu'il y avait beaucoup de difficultés à voir les panneaux de circulation au niveau de la piste cyclable. Il y a beaucoup d'arbres, arbustes, si bien que ce n'est pas très bien vu. Même chose pour les panneaux de vitesse. Puis on a parlé de peut-être repositionner le panneau de vitesse qui est au début de la rue Valvue quand on arrive de Bastien. Il est à la hauteur de l'école, mais très, très, très au départ de la rue. Si bien que quand on est en train de faire sa manœuvre puis qu'on tourne, mais aussitôt qu'on a tourné, on a déjà passé le panneau de vitesse. J'ai compris de votre commentaire tantôt, Madame, que vous parliez du panneau circulation locale. Cependant, il y a quand même peut-être des véhicules lourds qui pourraient être interdits. Je ne sais pas si c'est la même mention légale pour ce genre de véhicule également, mais on a constaté quand même, puis ça a été mentionné à quelques occasions ce soir, qu'il y avait des autobus ou d'autres véhicules qui n'auraient pas lieu d'être de circuler sur cette rue-là, mais qui circulent quand même. Puis on a eu le commentaire même pour les bollards en haut, qu'il y a certains véhicules lourds qui frappaient les bollards. Fait que, il y a peut-être une mention à faire, non pas sur la circulation locale, mais sur le type de véhicule dans les rues. Pour peut-être les véhicules lourds, moi, je le prends en note, mais sachez que les véhicules lourds, nous, ce qu'on fait, c'est une recommandation au ministère du Transport. C'est le ministère du Transport qui a le pouvoir légal d'interdire le cheminement des véhicules lourds dans des rues, même si c'est des rues municipales. Puis maintenant, c'est quand même, somme toute, assez nouveau. Il faut à la fois venir expliquer le motif qui vient justifier le tout, mais également l'impact monétaire pour les flottes de transport de faire ce type d'interdiction-là, que ce soit au niveau du GES et au niveau de l'essence. Je dirais que c'est une démarche, somme toute, qui est complexe, mais on l'entend puis on va voir qu'est-ce qui est possible de faire avec ça.
Si vous me permettez de répliquer peut-être sur votre commentaire. Ah, ça C'est sent un peut-être- véhicule. Mais je pense que vous avez quand même un pouvoir sur les véhicules de la ville. Sans dire que sur l'entièreté des flottes de véhicules lourds, moi, j'ai pu constater cet hiver qu'il y a beaucoup de véhicules de déneigement, là, les camions qui recevaient la neige, qui circulaient par cette rue-là, alors qu'ils n'étaient pas en train de déneiger cette rue-là. Fait que, c'est pour ça que je vous dis, oui, je vous entends sur les véhicules lourds, mais je ne peux pas croire que la ville n'a pas de mesures pour contrôler le travail de ses propres équipes sur son territoire. Là. Il y a peut-être ce niveau-là que j'aurais en tête de dire. Là. Ce qu'il faut suggérer, c'est de restreindre la circulation des véhicules lourds. Oui. Évidemment, ce qu'on fait, nous, quand on modifie les réseaux de camionnage, qu'on appelle, alors c'est d'interdire la circulation des véhicules lourds, excepté pour les livraisons locales. Évidemment, les ameublements meubles, les livraisons de meubles, les camions de déneigement, les poubelles, tout ça vont continuer à circuler, mais on peut évaluer la possibilité d'interdire sauf livraison locale. Pour ce qui est des camions de déneigement, c'est des entrepreneurs privés là, qui reçoivent la neige et qui transitent par là pour aller dans les secteurs plus au nord, plus au sud, etc. Je comprends très bien ce que vous suggérez, puis on va le regarder ici. On ne peut pas restreindre la circulation des véhicules lourds, sauf livraison locale. Mais ça, comme le mentionne Clarence, là, ça passe. Tu sais, à quelque part, là, c'est que si on veut que ce soit applicable, ça prend une réglementation. C'est important. Si on veut que le service de police puisse faire le travail, venir dire à un véhicule qui n'a pas à circuler dans votre rue ou qui vienne s'appuyer sur une réglementation. Fait que le volet réglementaire, c'est comme je vous l'expliquais préalablement, là, c'est vraiment le volet au niveau du ministère qu'il faut faire authentifier. Tu sais, je peux dire à nos gens de travaux publics de ne pas circuler sur la rue Valbu, mais ça a la valeur que ça a, dans le sens que on ne peut pas les empêcher, puis il n'y a pas de mesure de suivi ou de représailles qu'on peut faire par la suite parce qu'il n'y a pas une assise réglementaire. Caroline, en complément, d'après ce que je peux voir selon la carte interactive, là, le camionnage semble être interdit sur Valvu. Donc, il y a peut-être juste un enjeu de panneau qui n'est plus présent. Ah, ben on le regardera comme il faut. Donc, s'il est déjà interdit à ce moment-là, c'est une application réglementaire. Puis j'imagine que contractuellement, avec vos sous-traitants en neige, c'est possible de le prévoir également, là, de mettre des clauses contractuelles dans votre contrat qui vient prévoir qu'ils ont une interdiction de circuler, sauf pour les déneigements de ce secteur-là, plus spécifique que de circuler sur la rue pour transiter dans d'autres secteurs, alors que d'autres artères privilégiées, là, ça se voit couramment dans des contrats. Là. Ça, tout conducteur de véhicule lourd, là, peu importe quelle exécution qu'il est en train de faire, s'il n'y a pas d'affaires dans ce chemin-là, il est supposé de lire la signalisation, en prendre connaissance et de la respecter. Ça, c'est primordial. Puis le dernier commentaire qu'on avait à cet égard-là, c'était au niveau des trottoirs, là, qui est revenu tout à l'heure. Effectivement, dans le bas de la rue Valvu, le trottoir n'est pas très large. Là. Je faisais la blague qu'en poussette, on ne rencontre pas, là, mais c'est pas vraiment une blague, c'est effectif. Là. Je ne peux pas rencontrer avec une poussette et un jeune enfant. Puis on a plusieurs familles avec des enfants de différents âges. C'est quand même préoccupant. Là. Puis en hiver, c'est encore pire. Ce qui nous protège, c'est le banc de neige qui est dans la rue, qui ont déneigé en mettant dans la rue, mais sinon, on n'a pas grande protection. Je ne crois pas avoir rien oublié dans les commentaires de ceux qui étaient présents en ligne. Merci beaucoup, Madame Bureau. Oui, effectivement, merci beaucoup. Je vois des pouces en l'air, donc je pense que vous avez bien fait votre travail de porte-parole. Donc, il nous reste un seul groupe en salle. À vous la parole. Bonjour. Je vais d'abord vous lire que vous dire plutôt ce qu'on a mis en réponse aux questions. Donc, pour la première question, avez-vous remarqué une amélioration des conditions de circulation? On est tous des personnes du secteur sud, donc c'était plus difficile à voir. On a quand même inscrit oui pour la section nord, où le projet pilote a eu lieu, mais aucun effet dans la section au sud du corridor des cheminots pendant le projet pilote. Donc, ça a été notre constatation. De mon côté, moi, j'ai à circuler à chaque matin. Moi, je travaille plus au nord, donc je suis tout le temps en sens contraire du trafic. Je monte la rue Valbu. Moi, ça m'a donné l'impression, en tout cas, que ça avait eu un effet. À la limite, ça en avait au moins un sur moi. Donc, je pense que c'est ça. Ça avait un certain effet. Mais
j'étais aussi d'accord, là, on n'en a pas discuté, mais j'étais aussi d'accord avec les autres commentaires que probablement qu'avec un certain temps, la mesure s'atténuait. J'imagine que s'il y a beaucoup plus de panneaux, ça doit être plus difficile d'atténuer cette mesure-là. Là. Quand on est juste à un endroit, ben, les gens s'y habituent. Bon. Ensuite, anticipez-vous les enjeux en lien avec la bonification du pilote prévu, du projet pilote prévu pour 2023? On a dit, ben, pour la ligne jaune, on ne voit aucun enjeu, on ne voit que du positif dans la section sud. Donc, on comprend que ça va être particulier un peu pour des gens de voir des autos stationnées à la ligne, ils sont obligés de la franchir. On semblait, nous, en tout cas, notre groupe, on voyait que ça risquait d'avoir des bons effets. En autant que la ligne reste visible en hiver aussi. Ensuite, y a-t-il des éléments… non, pardon, j'ai un autre point pour la question 2. Donc, pour les délinéateurs, si je me souviens bien, on voit la mesure d'un bon œil, mais on a des inquiétudes sur la disponibilité du stationnement dans le secteur sud. Parce que dans le secteur sud, ben, la plupart d'entre nous, on a nos stationnements, mais évidemment, quand il y a de la visite, ça prend un endroit. Puis, ben, si ce n'est pas devant les maisons, le seul secteur qui reste, en fait, il n'y en a pas sur Bastien, c'est impossible. Donc, il faut que les gens montent en haut, traversent le corridor des cheminots, aillent tourner sur Paul Bordua. Ça commence à être pas mal loin de la maison. Donc, si c'est de la visite qui arrive, qui ont des bagages à débarquer, la poussette des amis, des enfants, c'est complexe. Alors, on voyait d'un bon œil, juste en marmonnant un petit peu sur le côté, l'idée qui est sortie de faire un stationnement. C'est assurément que ça pourrait être une mesure intéressante, probablement très intéressante pour plusieurs d'entre nous quand nos propres stationnements se font déneiger, parce que pour l'instant, on peut seulement mettre nos autos dans la rue, qui est devenue plus étroite avec le banc de neige qui est entre la rue et le trottoir. Donc, on voit cette mesure-là. Je sais que le terrain appartient encore à la commission scolaire, là, mais je crois, mais ça serait très intéressant, effectivement. Puis, ça pourrait peut-être permettre la mesure que vous avez proposée de mettre des délinéateurs, bien, s'il y a un stationnement, c'est plus envisageable peut-être. Ensuite, pour la dernière question, ben, y a-t-il des éléments qui n'ont pas été considérés? Ben, il y a eu différentes choses, des solutions qui ont été proposées, puis d'autres données qu'on se demandait voir s'ils ont été observées. Donc, dans les solutions potentielles, utilisation de dos d'âne. Donc, on ne sait pas si ça a été envisagé. On sait que certains de notre groupe ont déjà fait la demande dans le passé, je crois. Ensuite, ben, dans les données, on l'avait mentionné tantôt, mais on l'a réécrit, donc pour l'accélération depuis le corridor des cheminots pour atteindre le feu de circulation sur Bastien en temps. Donc, nous, est-ce que c'est un élément qui a été considéré? Bien, je pense jusqu'à ce qu'on en parle, non. Donc, on voulait vous en parler. Dans d'autres solutions potentielles qu'on avait quand même en tête que vous aviez probablement regardé, qui était améliorer la fluidité sur de la colline pour attirer le trafic, puisque vous avez parlé d'Élisabeth II qui est quand même pas mal loin. J'imagine que vous avez déjà regardé de la colline du mieux possible. Il y avait des différentes idées qui sont sorties tantôt qui pourraient être intéressantes. Puis nous, ben, dans les solutions possibles, ben, est-ce qu'il y a moyen de fermer la rue et d'en faire une rue cul-de-sac? Puis là, ça va être de mon propre chef parce que l'idée m'est venue un peu plus tard. Parce qu'on a parlé, ben, il y a eu des travaux l'été passé, ou le corridor des cheminots. Je pense que la plupart d'entre nous ont trouvé ça merveilleux. Dans mon cas particulier, ça me faisait faire un détour pour aller au travail et ça ne m'a pas dérangé du tout. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait apprécier. Ben, par exemple, du corridor des cheminots, mais sinon, moi, tout à l'heure, j'ai eu une idée qui m'a traversé l'esprit, donc qui n'a pas été discutée avec mes amis ici, mais c'était l'intersection problématique qui est au niveau de la faune et Bellevue, puisqu'elle est problématique parce qu'une rue décalée, hein, donc c'est très, très large. Le stop, quand on monte la rue, le stop qui est à droite, pour ceux qui arrivent sur de la faune, est extrêmement loin. Bien, si on la fermait à ce niveau-là, les gens ne peuvent plus tourner à partir de la faune. Donc, pour rejoindre, il faut passer par d'autres rues. Peut-être que la colline devient plus intéressante dans la majeure partie des cas. Moi, personnellement, quand je reviens du travail, je passe sur de la faune. Depuis un bon bout de temps, je tourne sur de la colline parce qu'il y a un virage protégé et je reviens sur Maurice Barthes. Tantôt, je ne dis pas le Bordua, là, je veux dire Maurice Barthes. Donc, je tourne sur Maurice Barthes, mais si on la fermait, ben,
ça deviendrait le nouveau chemin peut-être de la plupart des habitants de la rue Bellevue. Ça ferait de la circulation peut-être un peu plus sur Maurice-Barthes, mais probablement beaucoup plus pour les résidents. Donc, ça augmenterait peut-être pas à 2983 passants. C'est tout. J'ai fait le tour de ce qu'on a discuté, je crois. De faire un sens unique jusqu'à Maurice-Barthes. Faire un sens unique. Là, je ne sais pas dans quel sens. J'ai tout pris ça en note. Vous comprenez que tout le volet cul-de-sac, sens unique, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'eau, hein, si on vient couper le passage, elle se retrouve ailleurs. Puis quand on parle de cul-de-sac, c'est des choses qu'on élimine à la Ville de Québec parce que vous avez des services d'urgence, vous avez des gens qui ont à se rendre chez vous dans des cas d'urgence, il faut qu'il y ait accès. Donc, quand je viens couper des accès, c'est sûr et certain que ça vient complexifier le travail des services d'urgence, tout le déneigement également, parce que si je mets un sens unique, pas un sens unique, mais un cul-de-sac, ben les machines, il faut qu'ils soient capables d'avoir des rondes virées. Vous comprenez? Mais tout ça est pris en note. C'est toutes des belles propositions. On va regarder ça, puis on va examiner ça, mais il faut toujours le faire dans l'optique, je vous dirais, de voir c'est quoi la conséquence que ces mesures-là peuvent avoir à la fois sur vous comme résident dans votre rue, si on parle d'enjeux de sécurité publique, mais également sur les autres rues. Parce que si je commence avec vous cet exercice-là, puis que finalement, l'année prochaine, c'est Maurice-Barthes qui ont une autre problématique de par la discussion qu'on a là, ben vous comprenez. Là, on va se faire une autre soirée, puis on va dire, ben, ouvrez le cul-de-sac de Bellevue, puis... Mais à toutes les fois qu'il y a des travaux, j'ai eu la même affaire sur, c'était pas Grand-Voyer, mais près d'Élisabeth II, là. Il y a eu des travaux, puis pendant une semaine, ils n'ont pas eu de circulation. Auguste Renoir, il était donc content. Ils nous ont dit, faites-nous donc un beau cul-de-sac. Tout le monde veut un cul-de-sac, mais là, on a un enjeu, là. Mais c'est parfait. Mais moi, avec ce que j'entends ce soir, il y a de la bonification à avoir, c'est sûr et certain. Madame, on va juste... Oui, le micro, s'il vous plaît. Le coin où ce que les gens ont proposé le stationnement, là, pourquoi pas en faire un parc, là, mettons, là? Oui, c'est vraiment un coin perdu, moi, je trouve. La première étape qu'on va faire, c'est de voir à qui appartient ce terrain-là. C'est la première étape. Là. Donc, nous, on va regarder avec eux. Mais ça, on vous reviendra. C'est sûr, comme je vous dis, là, Dominique, si tu me permets, j'ai quand même passablement de notes. Donc, vous comprenez qu'avec l'équipe, dès demain, on va se rasseoir, on va regarder ça, on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire à court, moyen et long terme. Quand j'entends un trottoir, ce type de projet-là, habituellement, là, c'est 1 an et demi, 2 ans, ne serait-ce que pour évaluer c'est quoi les emprises qu'il faut aller chercher, est-ce qu'on peut le faire derrière la bordure, dans la rue. Il y a tout ce travail-là qui doit être fait et c'est toutes des choses qu'on va découper, court, moyen, long terme. Il y a des choses que dès cet été, qui vont pouvoir apparaître sur le terrain, des choses qu'on vous a présentées, mais peut-être que vous nous avez nommées, ne serait-ce que la synchronisation de feu, c'est toutes des choses qu'il faut regarder avec les équipes, mais si c'est possible de le faire à court terme, ben on va le faire avec les équipes. Il y a peut-être des choses qu'on va devoir voir peut-être moyen long terme, mais on va vous tenir informés. Ce soir, c'est une première prise de contact officielle, mais je sens qu'on va en avoir quelques rencontres dans les prochaines années pour voir un petit peu comment ça va progresser tout ça. Mais moi, je ressors d'ici en me disant, ben, on a un petit tour de roue à faire encore avec Clarence, Pierre-Emmanuel puis le reste de l'équipe. Puis on va vous revenir. Moi, dans le fond, ce que je veux juste vous dire, je suis ouverte à tout ça, mais il faut le regarder au niveau de faisabilité technique. Est-ce que c'est réalisable? Puis si oui, ben, quand est-ce que c'est possible de le faire? Si je vais vous donner un exemple. Un trottoir, si je regarde avec mes collègues de l'ingénierie qui me disent, moi, dans 5 ans, je viens refaire les conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue Bellevue, ben, je vais attendre que l'ingénierie arrive pour pouvoir concilier les travaux ensemble, peut-être les faire devancer, puis moi,
venir couper le délai. Fait il y a tout ce travail-là qu'il faut qu'on fasse de notre côté. Mais inquiétez-vous pas, on repart avec une belle liste de propositions. La reine s'en va à sa retraite, mais il y aura quelqu'un d'autre pour le remplacer. Parfait. Donc, merci beaucoup. Merci à tous de votre présence en salle, en ligne. Je suis désolée pour les gens en ligne. Là, je sais que j'ai fait des petits jeux de caméra. J'espère que je ne vous ai pas trop donné mal au cœur. Je vois une dernière question en ligne, Madame Bureau. Je voudrais savoir de quelle façon on va être contacté pour la suite. La manière qu'on fonctionne, c'est que nos collègues d'interaction citoyenne, vous êtes inscrits à la rencontre de ce soir. Donc, on a accès à vos adresses de courriel. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le biais de ces adresses de courriel-là. Là, avec Dominique, on fait ça de manière régulière en disant, à l'issue de la rencontre, voici c'est quoi, dans le fond, qui s'en vient. Puis, on va vous donner de l'information. Puis, vice-versa, là, vous avez quand même, il y aura une page de données là, pour ce projet-là, Dominique, sur le site. Donc, vous pouvez communiquer avec Dominique là, via cette page-là pour avoir des informations. Mais moi, je vais vraiment je vais faire un état des lieux avec vous par l'adresse de courriel. Effectivement, là, la page web qui a été créée, vous avez mes coordonnées sur cette page-là aussi, sur l'invitation porte-à-porte que vous avez reçue. Ce sont mes coordonnées. Vous pouvez passer par moi. Puis moi, si vous avez d'autres commentaires, suggestions, questions suivant cette rencontre, n'hésitez pas à m'écrire. Puis moi, je suis toujours en lien là, avec le service du transport. Donc, on va assurer le suivi. Donc, je vous rappelle que l'enregistrement de ce soir va être disponible également. Donc, si vous avez des voisins qui ont des questions, peu importe, vous pouvez les inviter à visionner l'enregistrement. Ça va être disponible dans les prochains jours. Sur ça, je vous remercie à tous et à toutes et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Là, j'espère que vous avez appris que les afficheurs de vitesse, là, même si ça n'indique pas de votre vitesse, on sait comment vous roulez. Là. Bonne soirée! Merci à ceux et celles qui étaient présents en ligne. Je vous souhaite une très belle soirée à vous aussi et merci beaucoup de votre participation. Et on vous contactera par votre adresse très prochainement dans les meilleurs délais. Merci beaucoup à toi, Dominique, pour ton animation. Et merci beaucoup à M. Lemay. Merci à tous. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir.